Se croyant protégé par le succès des fouilles qu'il dirigea à Glastonbury, Frederick Bligh-Bond pensa qu'il pouvait, en toute sécurité, révéler la source de ces informations, mais il se trompait tragiquement. Il faut admettre que Frederick Bligh-Bond était un bien étrange personnage. Malgré la grande admiration qu'il lui porte, son biographe William Kennawell reconnaît cependant que Bond était paranoïaque. Mais en ce qui concerne Glastonbury, ses suspicions étaient en partie fondées. Ses deux associés, Carway et Robinson, ne voyaient en lui qu'un farfelu dont il fallait se débarrasser. L'extraordinaire succès des fouilles le plaça dans une position forte. Ses ennemis étaient heureusement loin de se douter de ce qui expliquait cette réussite. Les esprits qui se manifestaient sous le nom de Compagnie d'Avalon avaient un autre objectif, plus essentiel que celui d'aider à retrouver les vestiges du passé glorieux de l'abbaye. Ils voulaient refaire de Glastonbury un foyer culturel et religieux. Le poids de ce secret peut expliquer en partie l'étrange comportement de Bond. Et ce n'était pas le seul secret à préserver. Les esprits des moines qui guidaient le crayon de Barlett procuraient toutes sortes d'informations historiques importantes. En 1908, alors que Bond faisait creuser le lot du côté sud de la nef dans l'espoir de retrouver les deux tours que les interlocuteurs de l'au-delà avaient mentionnées, on mit au jour un squelette géant. C'était celui d'un vieil homme. Il faisait presque 2 mètres et avait été enterré sans cercueil. Plus étrange encore, on trouva un crâne entre les jambes du squelette. Ce genre de mystère donna des cauchemars aux archéologues. S'agissait-il d'un meurtre? Sans doute que non. On avait pris soin de déposer un oreiller de pierre sous la tête du vieil homme. Bond, eux, bien sûr, recourent à la méthode habituelle. Il s'installera avec Barlett à la table de séance et attendit que les moines se manifestent. Le crayon ne tarda pas à tracer les réponses sur le papier. L'interlocuteur, un moine du nom de Guillaume, déclara que le squelette était celui de Radulfus Cancellarius. Radulfus, le trésorier, qui avait tué Eowulf en combat singulier avec sa hache, lui cassant quelques os. Radulfus survécut à ses blessures et mourut à l'âge respectable de 103 ans. Il demanda à être enterré à droite de l'église qu'il aimait tant. Mais quand les moines creusèrent la tombe, ils découvrirent avec stupéfaction les ossements de son ancien ennemi, Eowulf. Ils les enterrèrent donc au même endroit. Qui étaient ces hommes? Apparemment, Radulfus ou Ralph était un Normand venu en Angleterre avec Guillaume le Conquérant. Guilhelmus mentionna la date de 1087. Eowulf était un noble saxon. Un Normand du nom de Thurstan était alors à la tête de l'abbaye. On sait que lorsque les Normands prirent l'abbaye de Glastonbury, ils ne ménagèrent pas les moines saxons qui appartenaient à un ordre irlandais. L'abbé Thurston mena la persécution. Il se montra si cruel que Guillaume le Conquérant le chassa. Mais qui était Eowulf? L'histoire n'a pas retenu son nom. Interrogé, un esprit répondit qu'il était comte de Gerley, un preux saxon, un de ceux qui affirmaient que Glastonbury avait été construite par les Saxons et que saxonne elle devait rester. Voici ce qui se passa vraisemblablement. Les soldats normands tuèrent des moines saxons de l'abbaye. Le comte Eowulf de Gerley
petit village situé à 1,6 km au sud-est de Glastonbury, attaqua les Normands par mesure de représailles. Il trouva la mort dans un combat singulier avec Radulfus, le trésorier, et fut enseveli sans cercueil à l'extérieur de l'abbaye. C'était une histoire fascinante, mais était-elle exacte? C'était le moment jamais de vérifier si les esprits des moines disaient la vérité. Ni Bond, ni Barlett, ni personne d'autre n'avait jamais entendu parler du comte Éowulf d'Edgarley. S'il avait vraiment existé, cela prouverait que les messages venaient vraiment de l'au-delà et non de l'inconscient des deux hommes. On examina le squelette de Radulfus pour vérifier s'il présentait, comme le moine Guilmus l'affirmait, des traces de fractures causées par la hache d'Éowulf. On trouva effectivement une trace de fracture. L'avant-bras avait été cassé et avait été guéri. D'autre part, un des esprits avait déclaré que les moines saxos avaient eu leur revanche. Un autre saxo devint abbé. Ce qui est exact. Guillaume le Conquérant remplaça le normand Thurstan par le saxo Erlewin. Mais Éowulf avait-il existé? Bond examina scrupuleusement tous les documents possibles, mais sans succès. L'histoire n'avait rien à dire sur le comte Éowulf d'Edgarley. Puis, dans une ancienne chronique écrite par un certain Fabius Ethelwerd, datée de l'an 866 après Jésus-Christ, il trouva la phrase suivante. En cette année 866 est décédé Eadulf, noble de la province de Somerset. Puis, plus loin, son corps repose dans le monastère de Glantisca, Birrick, aujourd'hui Glastonbury. Ceci prouvait qu'un noble dont le nom était très proche de celui d'Éowulf, un N au lieu d'un W, avait vécu dans le Somerset et connaissait l'abbaye. Éanulf était une autre version d'Éowulf. Bond continua ses recherches. Il trouva une autre chronique, les Annales des exploits d'Alfred d'Asser, datée de 855. On y mentionnait le nom de Éanulf, le comte de Somerton. Sans aucun doute, c'est du même Éanulf qu'il s'agit, car dans les deux chroniques, son nom est associé à un certain évêque, Elstan, et Somerston est très proche d'Edgarley. Bien entendu, les dates ne correspondent pas. Il manque 2 siècles à l'Énaulf des deux chroniques pour avoir été tué par Radulfus le trésorier. Mais c'est de toute évidence un ancêtre. L'essentiel reste que Bond prouva que comte d'Edgarley existait bien dans la région de Glastonbury 2 siècles avant le combat qui opposa Éowulf et Radulfus. C'est une des preuves les plus remarquables et les plus convaincantes de l'existence objective des mystérieux interlocuteurs de Bond. La position de Bond était difficile. Il savait comment expliquer le mystère du squelette de 2 mètres et du crâne. Pourtant, il ne pouvait rien révéler tant qu'il n'avait pas de preuves. On comprend que Bond soit passé pour arrogant. Mais il y avait bien plus important, et Bond était de plus en plus partagé entre la prudence et la nécessité de révéler ce que lui répétaient les esprits. Notre abbaye, disait-il, est un message en pierre. Dans les fondations et dans le plan de construction se trouve un mystère, le mystère de notre foi que vous avez oublié. Des études récentes ont montré que les églises et les cathédrales médiévales étaient construites selon un code numérique précis. Ce code enferme-t-il les secrets des anciens? Beaucoup le croient. Très intéressé par cet aspect occulte de son art,
Bond se mit à l'étude de la Kabbale et des grands livres ésotériques. Il s'appliqua ensuite à découvrir dans l'abbaye de Glastonbury les relations entre les mots et les nombres. En 1916, il donna une conférence à la Société d'archéologie du Somerset. Le sujet était « La chapelle Notre-Dame de l'abbaye de Glastonbury, une étude des mesures et des proportions ». Dans le public, Sopatro, le doyen Robinson, ne cachait pas son mécontentement. Finalement, Bond décida de lever le voile. Il publia en 1918 un livre intitulé « La porte du souvenir », où il racontait l'histoire cachée des fouilles depuis la première séance spirit de novembre 1908. Les conséquences ne se firent pas attendre. On lui retira immédiatement les fonds nécessaires à la poursuite des travaux. Un co-directeur fut engagé et on entrava son travail de toutes les façons possibles. En 1921, il était réduit à répertorier et à nettoyer ses premières fouilles pour 10 livres sterling par mois. En 1922, il reçut une lettre qui commençait comme suit. Le conseil de cette société vous informe que vous n'êtes plus responsable des fouilles entreprises à l'abbaye de Glastonbury et que le comité qui s'en occupait est par conséquent dissous. Pourquoi l'Église d'Angleterre s'était-elle si violemment opposée aux méthodes de Bond ?